Alors, monsieur Eparmora, évidemment, je ne tomberai pas dans le ridicule de dire un mot de plus. Monsieur Eparmora. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. Nous avons la question la plus importante, la plus redoutable, et c'est très curieux que cette question qui nous concerne personnellement, qui nous concerne comme citoyens, qui nous concerne pas seulement comme nation, mais comme membre de cette espèce humaine, dans un groupe où nous sommes emportés. C'est très curieux que cette question soit si rarement posée et que, elle, en quelque sorte, on préfère l'éliminer. Pourquoi? Première raison, ça vient d'être dit, à cause de la difficulté d'y répondre. À cause de la difficulté déjà de comprendre le présent et encore plus, disons, un avenir, d'autant plus que nous sommes privés de cette boussole qui existait encore il y a 50 ans, qu'on appelait le progrès. C'est-à-dire on pensait que le progrès était quelque chose, une voie historique, et que l'humanité irait toujours vers le mieux. Or, nous voyons des progrès scientifiques, des progrès techniques, des progrès économiques, mais ces progrès n'apportent pas nécessairement le mieux, ils l'apportent d'une façon, et d'une autre façon, ils apportent le pire. Et donc, nous sommes dans une situation d'ambivalence, de double complexité. Complexité parce que pour comprendre ce qui se passe dans le monde, les processus de tous ordres, économiques, politiques, sociaux, démographiques, religieux, psychologiques, etc., sont entremêlés, interférents, et qui, dans cet écheveau, c'est très difficile de distinguer d'un visage. Et deuxième complexité, c'est que nous nous heurtons à des antinomies, à des contradictions. Et la première contradiction, à mes yeux, c'est que la mondialisation qui nous importe est ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire qui a pu arriver à l'humanité. De meilleur, pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire humaine, tous les membres de toute cette espèce, sur tous les continents, ont les mêmes problèmes fondamentaux de vie ou de mort. Ils ont une interdépendance accrue. Nous vivons donc une communauté de destin de l'espèce humaine. Même si cette communauté est inconsciente, elle est consciente pour quelques intermondialistes, elle est consciente pour ceux qui pensent, comme moi, que nous devons tendre vers une terre patrie, mais sinon, elle n'est pas vécue, elle n'est pas par la conscience. Donc, mais cette communauté de destin qui n'est pas consciente, effectivement, est ce qu'il y a de meilleur. Parce que ça nous fait entrevoir une possibilité nouvelle pour un monde d'un type nouveau qui serait pacifié et meilleur. Mais, comme je viens de le dire, cette communauté de destin, elle est inséparable de périls qui menacent nos vies. Alors ça a été dit, c'est le péril de la dégradation de la biosphère, c'est le péril de la multiplication des armes de destruction massive, c'est le péril d'une économie sans aucune régulation qui va de crise en crise, c'est le péril des fanatismes ethno-religieux qui se multiplient, c'est le pouvoir déchaîné d'une spéculation financière devant laquelle tous les États sont complètement impuissants. Bref, si on considère tous ces périls tout en considérant un certain nombre d'acquis intéressants faits par la mondialisation, on peut penser que le monde va vers des catastrophes et des désastres. Alors ça, je dirais, c'est le probable, étant donné que la notion de probable doit être définie, ce n'est pas une notion en soi. Le probable, c'est ce qui, un observateur donné dans un lieu et un temps donné, voyant les courants principaux qui animent le devenir, voit, disons, les projette vers le futur, et je pense que tous ces courants nous conduisent vers des catastrophes. Mais nous savons aussi que dans l'histoire humaine, l'improbable est souvent arrivé. Et pour prendre un exemple parmi mille, il était absolument improbable qu'une petite cité grecque
qui s'appelle Athènes, une petite bourgade, puisse résister à un énorme empire perse qui par 2 fois l'a attaqué, et 2 fois la petite bourgade a résisté, bien que la 2e fois elle fut prise, incendiée et pillée. Et, à cause de cette résistance, 50 ans plus tard, naissait à Athènes la démocratie et la philosophie. Or, cette démocratie n'avait pas duré plus de 50 ans. Elle allait être abolie par le Macédonien. Elle allait disparaître. Et puis la démocratie a réapparu ici et là, au Moyen-Âge. Et puis, finalement, aujourd'hui, c'est une force extraordinaire dans le monde. Il y a une poussée, il y a des démocraties plus ou moins imparfaites, et il y a une poussée vers la démocratie, comme nous le voyons, avec ce merveilleux printemps arabe. Donc, nous voyons que l'improbable peut arriver, et c'est ça un peu le paradoxe. Je me situerai aussi à un autre niveau de regard, d'un regard systémique. Quand un système ne peut pas traiter ses problèmes fondamentaux, je le répète, vitaux, mortels, un tel système est condamné soit à se désintégrer, soit à régresser, c'est-à-dire devenir encore plus barbare, soit à faire sortir de lui un métasystème plus riche, capable de traiter ses problèmes, c'est-à-dire à se métamorphoser. De même que, pour donner un exemple, un ver de terre, une chenille, sans aide, rampante, dans une chrysalide, est capable, dans un processus de crise, c'est-à-dire de destruction et de recréation, de surgir avec des ailes capables de voler. Une métamorphose, c'est quelque chose qui est transformateur, qui est dans la continuité et dans la rupture avec la continuité. Et c'est ça, peut-être, l'espérance improbable, mais possible, pour un futur que, je le répète, nous ne pouvons guère prévoir. Et alors, j'ai dit que l'improbable arrive. J'ajoute même que l'imprévu arrive très souvent. Et du reste, imprévu, le fait qu'après le suicide d'un jeune homme dans le sud tunisien est surgi pas seulement cette révolte de la jeunesse tunisienne qui a emporté tous les âges et toutes les classes, mais un mouvement qui s'est généralisé pas seulement dans le Maghreb, dans le monde arabe, mais une vague mondiale qui a suscité à New York un mouvement autour de Wall Street, des mouvements divers dans le monde, c'est-à-dire, voici quelque chose. Et quelle est cette chose? Cette chose étonnante vient de l'association d'une force libertaire, qui est celle de l'adolescence et de la jeunesse, et d'une autre force qui peut avoir des aspects libertaires comme des aspects oppressifs, qui est l'informatique ou Internet. Bien entendu, nous connaissons aussi ces aspects, puisqu'aujourd'hui, chaque personne peut être fliquée par son téléphone mobile, et peut-être jamais dans l'histoire humaine, on a vu une telle possibilité d'être entièrement surveillé. Mais en même temps, cette même informatique a donné des moyens de communication immédiats par les Twitter, par les autres, par le téléphone, et a permis à toute une jeunesse de pouvoir coordonner ses mouvements, de s'organiser pour provoquer la chute d'un despotisme. Et il est très remarquable que si divers soient les mouvements dans le monde, les uns, évidemment, visent à battre un despotisme personnalisé par un tyran, mais dans d'autres cas, ils visent un despotisme qui est celui du capital financier, anonyme, et son visage, comme ça se passe dans bien d'autres pays occidentaux. Donc nous voyons surgir cette force. Là aussi, nous sommes dans l'ambiguïté. Cette force libératoire, libératrice, émancipatrice, une fois qu'elle a brisé le despote, eh bien, elle se trouve non pas démunie, mais elle se divise, elle cherche à savoir, plusieurs voies se proposent. Et c'est ici que nous nous rendons compte qu'il manque une pensée politique, organisatrice, capable de penser le présent et les besoins les plus fondamentaux pour orienter un mouvement qui sinon se disperse.
Certes, nous l'avons vu en France. Vous avez une grande révolution de 1789, un lever de soleil, mais qui a été suivi par la terreur, par Thermidor, par Bonaparte, par la Restauration, etc. Mais le message a sans cesse été régénéré au cours de l'histoire. Et je pense que là aussi, le message du printemps arabe aura ses détournements, aura ses étouffements, aura ses trahisons, mais il va sans cesse être régénéré au cours de l'histoire. L'histoire future est une aventure, incontestablement. Mais nous sommes dans cette aventure, nous devons être conscients. Et je pense que la complexité signifie aussi l'irréductibilité de l'incertitude. Et quand nous ne pouvons pas réduire l'incertitude, nous devons faire ce que Pascal appelait un pari. Oui, Pascal pariait sur l'existence d'un Dieu dont il ne pouvait donner aucune preuve empirique. Mais nous, si nous parlions pour la fraternité, pour l'avenir de l'humanité, si nous parlions pour l'amélioration, si nous parlions pour la métamorphose, eh bien, nous devons savoir que, effectivement, ce n'est pas une certitude, que l'espérance n'est que l'espérance. Mais en même temps, nous devons savoir qu'il y a une possibilité et que ça nécessite une stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? C'est le contraire d'un programme. Un programme est fixé des variétures et vous ne pouvez pas le changer. Une stratégie, le mot vient de la guerre parce qu'on ne connaît pas les intentions de l'ennemi, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Il faut sans cesse penser. Et nous avons aujourd'hui besoin de penser pour l'action et de l'action pour la pensée. Le devenir. Moi, je pense que la voie n'existe pas encore. Mais je pense que si, à partir des myriades de mouvements, et ils existent d'initiatives créatrices, à partir des besoins de réforme qui sont multiples pour tous les domaines, c'est pas seulement l'économie, c'est pas seulement la bureaucratie, c'est pas seulement la justice, c'est pas seulement le droit, c'est pas seulement l'attitude à l'égard de la jeunesse, tout est à réformer. Et partout, on sent que ces mouvements grouillent, ils sont séparés, ils sont isolés, ils sont à la base. Comment commencent les grandes transformations? Toujours de façon modeste. Hein? Le futur s'avance, comme disait Nietzsche, sur des pattes de colombe. Or, nous savons que, et l'exemple des grands prophètes est là, que ce soit le Bouddha, que ce soit Mohammed, le prophète, que ce soit Jésus, nous savons très bien que les commencements ont toujours été modestes et que semblait même que c'était l'échec presque dès le début. Et ce sont devenus des grandes forces historiques. De même, le socialisme est devenu, à partir de quelques penseurs qui étaient inconnus de l'intelligentsia et de l'académie de l'époque, comme Proudhon, comme Marx, comme Kropotkin, comme Bakounine, nous savons que ces idées ont fécondé le XXe siècle. Pour le pire, comme pour le meilleur aussi. Donc, nous pensons que ce n'est pas parce que, actuellement, tout semble stagner, tout semble régresser, qu'on est condamné à ça. Que le réalisme, ce n'est pas l'immédiat, puisque, comme disait très bien Brutuzel, être réaliste qu'est l'utopie, parce que le réaliste croit que le futur est immobilisé. Non, je pense que le vrai réaliste se nourrit d'espérance et de visions qui semblent aujourd'hui utopiques, mais qui pourraient un jour se réaliser. Voilà, je sens que mon temps est terminé.